On va commencer au début de la guerre, hein, parce qu'avant ça, il n'y a pas grand-chose. Je suis arrivé à Serein-sur-Meuse à l'âge de 3 ans, et à l'âge, c'était en 37, en 40, c'est la guerre. Hein. Et le premier jour, il faisait tout beau, c'était le 10 mai, c'est ça? J'ai un peu oublié. Donc, et puis, le temps passe. J'habite une banlieue où je vais à l'école à pied, y a pas on ne voit pas d'Allemands. Et puis commence. Donc je ne peux voir et entendre que la guerre aérienne à ce moment-là. Hein. Donc les B-17, les B-25, des Mosquitos qui viennent bombarder les usines Cockerill. Les Mosquitos, c'est fin d'après-midi, ils passent en rase-motte au-dessus de chez moi. Les B-25, ils viennent un peu plus haut pour bombarder le pont du Val, le pont du Val, Val-Saint-Lambert, sur la Meuse, c'est un pont de chemin de fer, mais ils l'ont toujours raté. Mais ils lâchaient les bombes au-dessus de chez nous pour arriver dans la Meuse, un peu plus loin. Et les bombes, tu as dû connaître ça en 984, il y a un fil qui enlève une goupille pour amorcer la bombe qui tient à l'avion. Et nous, dans le cockpit, on avait un switch front ou rear et on savait retenir le fil ou ne pas le retenir. Et au moment où on lâche la bombe, le fil qu'on a retenu en sélectant s'enlève et la bombe tombe. Et cette pin, elle empêchait, donc quand elle est retirée, de faire tourner une petite hélice. Et l'hélice, en tournant, se dévisse une tige et puis se détache de la bombe. Et à ce moment-là, la bombe est amorcée, quoi. Et les hélices tombaient près de chez moi. Et on allait dans un bois, là, on allait dans un petit bois. On allait chercher, et je dois encore en avoir ici, au moins une, quoi. Et puis, on allait voir les dégâts, alors en bas, mais bon, c'était des maisons, parce qu'ils ne touchaient pas le pont et tout, ça tombait dans les maisons, etc. Et puis ça a été le B-17, hein, plus tard, hein, je ne sais plus très bien les années de tout ça, moi. Et les B-17, on les entendait passer fin de nuit, tôt le matin, hein. Ça durait. On entendait les bruits des moteurs pendant des heures parce que tout ça s'est peut-être un peu amplifié avec le temps. Mais, et puis il repassait après. Hein, il repassait, je ne veux pas dire l'après-midi, mais enfin. Et sur un de ces retours, alors il y avait un champ de flak allemande pas loin de chez nous, à Boncel, qui tirait dessus, bien entendu. Hein. Et il fallait se mettre à l'abri pour le shrapnel. Parce que les morceaux d'obus, ça tombe en pluie, quoi. Et alors après, on allait chercher et on trouvait et on échangeait tout ça, des shrapnel. Et un jour, j'ai vu un B-17 qui se faisait toucher en plein dans l'aile droite, qui s'est détaché, qui est tombé en vrille, l'avion en vrille, 4 parachutes. Et alors, on court, nous, hein, on s'abat. Hein, et j'ai vu un Américain qui partait sur une civière avec des Allemands déjà. Hein. Et un des 4, quoi, hein, sur combien? 12 qu'il y avait là-dedans. Et puis un jour, on était déjà... Donc tout ça passe pendant les années de guerre. On était libérés déjà, donc c'était 44. Hein, et je vois un Thunderbolt qui s'amène à basse altitude et il perd un aileron. Et le gars saute, en 1000 pieds peut-être. Hein, on voit qu'il saute, il ouvre son parachute et tout ça. Alors on court pour voir le parachute, mais les Alliés étaient déjà là, il y avait des unités garées chez nous, quoi, hein, des tanks, etc. Et il est parti, il n'avait rien. Et un jour, c'était l'hiver 44-45, il y a un stratus bas là d'hiver, hein, tu vois, et on entend un combat aérien au-dessus des stratus, et puis il y a un Mustang qui sort, je n'ai pas vu, hein, mais
on a entendu, et qui crache pas loin de chez moi. Donc, de nouveau, on va voir. Les Allemands étaient déjà là aussi. Et je sais où il est. Je crois qu'on n'a jamais fouillé. Et c'est toujours un terrain en friche, enfin, avec des arbres maintenant. Et on était sur place. Je crois que le moteur est enterré, les canons aussi, il restait quelques tôles. Avec l'odeur, hein, parce que quand on raconte, même si on a des photos, on n'a pas l'odeur. C'est quelque chose, ça, hein. Et puis ça a été les V1 et les V2 à cette époque-là aussi. Les V1, c'est un cruise missile, hein, avec un moteur, c'était un pulsoréacteur, c'était un tuyau à peu près comme ça, en fer. À l'avant, il y avait des clapets pour que l'air puisse rentrer mais pas sortir. Ils injectaient de l'essence et une bougie comme une bougie de bagnole, hein. Et sitôt qu'il y avait un mélange, ça explosait, ça filait vers l'arrière, donc les clapets se refermaient. Tout de suite après, les clapets s'ouvraient, l'air rentrait, le fioul, ça se refermait. Donc, pulsoréacteur avec une longue flamme derrière. Et quand il tombait, il restait toujours la tuyère. Parce que la tuyère était chauffée au rouge, mais elle se repliait, mais ça restait d'une pièce. Le reste, c'était... Alors, il y avait deux grosses, tout ça a grossi avec moi, hein, deux grosses sphères entourées de fils d'acier, comme une pelote de laine, là, dans lesquelles il y avait de l'air comprimé. Et l'air comprimé faisait fonctionner les gyroscopes et les commandes de vol. Et alors ils avaient un computer, ils donnaient le vent pour le cap, et il y avait un truc pour tenir l'altitude. Et la distance, c'était le fioul. Quand il n'y avait plus de fioul, le moteur s'arrêtait. J'ai été attiré par la mécanique, hein. C'était dans le sang, quoi, hein. Donc, les jouets de Saint-Nicolas, on n'en avait pas beaucoup. Moi, j'étais un mécano. Alors, avec mon mécano, je faisais toutes sortes de trucs, hein. J'ai même encore des photos de ça. Grues, camions, tout ce que je pouvais faire, quoi, hein, et ça durait longtemps. Et près de chez moi, il y avait un petit garage, et j'allais toujours voir, là. Donc j'étais attiré par ça, quoi. Donc quand je dois doubler ma troisième, je dis à ma mère, moi ça ne m'intéresse pas, je veux de la mécanique. Alors on me dit, va dans une école technique. J'ai été un jour, c'était en vélo, c'était loin, hein. On m'a volé ma pompe. Et puis finalement, je rentre comme apprenti, donc j'avais 15 ans, je rentre comme apprenti dans un garage près de chez moi. Il y avait un contrat d'apprentissage de 3 ans avec l'école le dimanche matin, et me voilà, avec, sur les moteurs, hein. Donc Et puis, après ces 3 ans, il est presque temps que j'aille comme militaire, donc 15 ans, 18 ans. Je vais au Petit Château, et un peu avant, je m'étais cassé le coccyx en jouant au traîneau. Et au Petit Château, je dis, vous savez, je me suis cassé le coccyx dans l'espoir que je sois quitte, quoi. Ah, mais ce n'est rien, revenez dans 1 an. Donc j'ai 1 an devant moi, plus 2 ans de service militaire à l'époque. Et donc je reste au garage, je pouvais rester au garage. Et à ce moment-là, la force aérienne engage pour 3 ans, elle engageait beaucoup à l'époque, elle engage pour 3 ans tout du personnel, dont des mécanos. Et je choisis, moi, mec moteur avion, c'était le top, hein, à l'époque, hein. Enfin pour moi en tout cas. Et je peux rentrer, le coup du coccyx, je le laisse tomber, je peux rentrer tout de suite. Donc, j'avais 3 ans devant moi, service militaire. Donc là, je m'engage 3 ans. Je choisis ma spécialité et je suis payé. Au lieu hein. Donc, je rentre là-dedans, hein. Saint-Nicolas-Oise, Safranberg, mécano en escadrille à la 25e à Brustem, sur Météor. Et là, je vois les pilotes que je strappe, hein.
Et puis, il y avait... c'était qui? Je crois que c'est Papayans, qui était chef de corps ou OSN là-bas. Et il y avait un Oxford. Et un jour, il dit, qui veut venir voler? Moi. Hein, donc, je vais en Oxford avec eux. C'était mon baptême de l'air. Et un peu après, j'avais un copain de prom mécano qui était à la maintenance, lui, à Brustem. Alors, on se dit, si on partait comme pilote. Donc, voilà, on se propose et c'est OK. Donc, Etterbeek, les Tchèques et tout ça, et puis Gossoncourt. C'était la 132, je crois, moi, à Gossoncourt. Et ça, il y avait tellement d'élèves pilotes, il y avait presque 150 dans la 131. Et puis, dans la nôtre, on était au moins 120, je crois. Donc, ça prenait du temps. Il y en a qui sont partis au Canada. Et je suis resté longtemps à Gossoncourt à cause de ça. Puis, finalement, on vole. Et comme il y a longtemps qu'on était là, on nous avait dit, ben, vous pouvez choisir, soi-disant qu'on connaissait les moniteurs. Vous pouvez choisir votre moniteur. Hein? Et moi, je me dis, je ne connais pas mes moniteurs. Hein? Je ne choisis pas. Et tous les autres, les caïds, là, hein, ils choisissent. Donc, le moniteur qui restait, c'était Bouli de Gaiter. Et personne n'en voulait. Hein? Il paraît il gueulait, etc. Et Guy Roteux, qui était dans ma prom, et moi, on est les élèves de Bouli. Et alors, nos copains nous regardaient comme si on était rayés d'avance, quoi. Bouli, c'était un gars super. Hein. Donc, nous voilà Gossoncourt, terminé en début 56. Il y avait eu, début 56, un hiver terrible où il a fait très froid tout le mois de février. Et il y avait ça de neige. On a encore volé les premiers jours. C'est Guy Roteux qui a fait le dernier vol, je crois. Et on avait des lunettes de spit, là, hein, casque en cuir. Et il avait été gelé ici. Parce qu'en SV, il n'y avait pas de chauffage. Donc on a arrêté les vols. Et à cause de ça, tout le mois de février, personne n'a touché ses primes de vol, parce que les bases n'en sortaient pas non plus. Ils avaient mis des jets sur des chariots pour essayer de dégeler les pistes et tout. Et du coup, on a mis les primes de vol trimestrielles. Et il fallait faire, au lieu de 3 heures ou 5 heures par mois, il fallait faire 15 heures en trimestre, et on avait les primes, à cause de cet hiver-là, de 56. Et après ça, Camina, 56, à partir du mois de mai, je crois, je ne sais plus, 6 mois à Camina, hein, T6. Bon, il y avait Fagnoul dans ma prom, il y avait Roteux, il y avait Marcel Pondant, l'ancien mécano qui était avec moi. Tous des noms que tu dois connaître. Hein. Donc, retour de Camina, on est à Coxide sur T33. Et puis, pour des raisons de la force aérienne, on déménage à Brustem. Et à Brustem, on est breveté, 57 mois. Hein, et on reste pas beaucoup à notre prom de 120 hein, pour être breveté. Là. Et de là, on va à Safranberg pour étudier l'F-84. Et puis à la 34e à Kébi, qui nous lâche en 84. Mais du T33 au 84, c'est un step. Hein. Et seul, hein, pas de déplace. Donc, c'était pas mal hein, comme expérience. Hein. Et puis, mon copain Marcel Pondant, qui était de ma prom, mécano et puis élève pilote, on se retrouve à Kébi à la 34e pour être lâché 84. Et dans le programme de lâchage, on passait supersonique. Et on allait au-dessus de la mer, 45 000 pieds, on piquait plein pot, et on passait le Mach. Hein, et il y avait un moniteur avec nous. Et puis, quand on avait fait Mach 1, 0, Mach 1, 15 par exemple, hein,
à Eibel, et on tirait dedans, et c'était encore 20 000 pieds, donc on avait... Mais c'était une époque où il faisait beau, mais il y avait beaucoup de brume sur la mer était calme, et mon ami Pondant, un vendredi, il va faire ce vol-là, et il a cru qu'il allait tomber dans la flotte, quoi. Il a tiré à fond, je ne sais pas combien de jets il a pris, mais sa visière est tombée, et les ailes étaient un peu pliées, je crois que les feux de position étaient partis, les ailerons étaient comme ça, donc solide, l'F-84, hein. Et il est rentré atterrir, bon, c'était le vendredi, on rentre en week-end, le lundi on s'amène, il me dit, moi je pense à un autre métier, hein, mais enfin, le lundi il repart avec le major Potio qui était le commandant d'escadrille, il y avait 2-3 huitièmes de nuages, il fait pas beau, on rentre, et le mardi, si je me souviens bien, il repart avec l'officier d'opération, j'ai oublié son nom pour le moment, et qu'il lui, il faut que ça se fasse, quoi. Et je crois qu'ils ont piqué en close formation, probablement. En tout cas, ils se sont cognés. Ils ont bailé tous les deux. Marcel avait un dinghy, parce qu'on prenait un dinghy pour faire ça, mais l'officier, le dinghy, pas pris, donc lui, il bail out, il n'a pas de dinghy. Et on nous avait appris dans des cours de survie qu'il fallait se détacher du parachute à 2 mètres de l'eau, battant jugé 2 mètres, etc. Et Marcel s'est détaché, mais peut-être à 200 mètres, quoi, de la brume et une mer plate. Du coup, il a été tué à l'impact. 15 jours après, on les a retrouvés sur des plages hollandaises. L'officier lui avait gonflé son antigé pour flotter. Et ben, on a cherché après eux bien longtemps, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça c'est, voilà, c'est la fin de notre OCU. Et puis, escadrille. Et Roteux et moi, on est désignés pour la première à Florène, Fagnoul et Jean-Marie Dupont à la deuxième à Florène, et il y avait Paul de Clercq et Castaigne qui ont été à la troisième. Tu connais tous ces gens-là. Hein. Et Mazui était à Kébi, lui. Il était de ma promo, c'est Jean Mazui. Donc, me voilà en escadrille en 57. Et en arrivant là, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Ou bien je passe l'examen A, puisque j'étais sous-off, je n'avais pas la ténée. Ou bien je passe l'examen A pour devenir officier. Ou bien je passe le TP pour devenir pilote civil. Je ne vais pas rester comme ça, à boire des pintes, c'était pas mon truc. Donc, je regarde un peu autour de moi, je vois que les officiers, bon, ils volent et puis ils vont dans des bureaux. Donc, je me dis, moi, TP. Donc, je commence par passer le professionnel, tout de suite, hein, avec Fagnoul. On est allé voler à Spa, à l'époque, comme ça, sur Piper Cup, et je ne sais plus quoi, Aéronca, je crois. Et parce qu'avec ma licence professionnelle, il était marqué dessus, tout avion en dessous de 5700 kilos. C'était une époque, hein, c'est plus comme ça maintenant. Hein. Donc, je prenais un petit avion. Il n'y avait pas encore de jet à ce temps-là, parce qu'après, ils ont différencié pour les jets. Je prenais un avion comme on prend une bagnole, quoi. Hein. Et donc, l'escadrille. Et en 62, il y avait une possibilité d'aller quelques mois au Congo, au Rwanda, Burundi. Et bon, chacun y allait à sa demande et à son tour. Enfin, moi, j'ai mon tour en 62, donc je vais à Uzumbura, revoler en T6, et c'était l'époque où le Rwanda-Burundi a eu son indépendance. Et là-bas, comme j'avais déjà le TP à ce moment-là, je l'avais passé entre-temps, j'avais demandé, il y avait un groupe du 15e Wing DC-3 qui larguait les parents, entre autres, et de temps en temps, j'accompagnais comme il n'y avait pas de copie
il y avait une place, mais il n'y avait pas de copie désignée, donc j'accompagnais de temps en temps. Et une fois, j'ai été jusqu'en Rhodésie avec RDC3 comme ça. Donc, retour de... Et alors, on allait faire, en T6, là-bas, on volait comme ça. On avait mis quelques ferrailles quelque part, on avait des roquettes et des mitrailleuses, je crois, des petites mitrailleuses sur le T6, et on allait tirer dessus. Et puis, on faisait notre marché aussi. On allait à Bukavu chercher des fraises, on allait à Strida, je crois, chercher de la viande, parce que, bon, et puis, et je me souviens avoir été le premier. J'ai inauguré une piste en terre, à part Uzumbura, c'était et Kigali, tout le reste c'était des pistes en terre. C'était près de Kigali, là où on va maintenant voir les gorilles. Et bon, c'était partie de notre vie, quoi. Et un jour, il y avait des volcans, là j'ai même des photos du Nyiragongo, qui était au Congo, mais on passait la frontière sans problème, où on voit encore le lac de lave, que j'étais au-dessus. Et un jour, il y avait... je monte en T6 autour d'un volcan, là où on va voir les gorilles, et ce volcan avait une pointe, et à côté, il y avait un plateau. Et je tournais autour de tout, et à un moment donné, je me dis, bon, je suis assez haut, je tournais comme ça, je vais passer le plateau. Mais le plateau, il montait. Et je me retrouve sur ce plateau qui monte plus que mon taux de montée en T6, tu vois ce que je veux dire, hein? Et j'ai mis un coup de flaps pour passer au bout, quoi. Je ne savais plus tourner. Et alors, il y avait la Ruzizi, c'était une rivière qui descendait de Bukavu vers le lac Tanganyika, qui servait de frontière. Et le début de la Ruzizi, c'était dans des gorges, quoi. Hein. Et quand on allait par là, ben, moi je descendais dans les gorges, j'étais gai, quoi. Et un jour, il y a un gars qui vient, un pilote qui vient en plus, et je le vois encore de temps en temps quand on va dîner au Croque-le-Temps, là. Et il vole avec moi, son premier ou deuxième vol, là, il est derrière. Et puis un jour, je vole avec lui après qu'il était là, et lui, il s'amène, et hop, il prend les gorges par en bas, quoi. Moi, j'avais pas osé faire ça, parce que si ça monte trop fort, tu ne sais plus faire demi-tour, parce que c'était... Et lui avait déjà eu ce feeling-là que l'avion pouvait le faire. Donc voilà le Rwanda, et puis on a fini, on rentre, le Rwanda est indépendant, donc... et je reviens à la première, tout ça était en 62, et on va à Solenzara pour une période de tir, je crois que c'était au mois de juillet, et je me souviens, j'avais été en bagnole, moi, avec un kayak pliable, avec des bouteilles de plongée, etc. C'était un peu des vacances aussi. Hein. Et un jour, c'était Paul Leclerc qui était notre commandant d'escadrille, donc un gars de ma prom, il y a un téléx qui vient, Martin rentré d'urgence pour... qu'est-ce qu'ils ont comme métier, donc pour rectification quoi, de situation militaire. Or, j'avais cherché du boulot, moi. J'avais signé 3 ans pour être mécano. J'ai fait mécano 3 ans et une rawette. Pas 3 ans et une rawette. 1 an et une rawette. Et pour être pilote, il me fallait 5 ans. Donc j'avais dû re-signer, sur les 3 ans, j'avais dû re-signer 4 ans, je crois, en plus. Et puis en 62, j'arrivais au bout de ces 4 ans, même un peu avant, et ou bien je devais quitter, ou bien je signais SOC, sous-officier de carrière. Et comme je n'avais pas trouvé de boulot dans le civil, j'ai signé SOC. Donc c'était carrière, quoi. Hein. Donc là, je pouvais encore me retaper sur l'examen A, éventuellement, un truc comme ça. Et on reçoit donc cet élex, régularisation situation militaire. Je dis, mais j'ai signé SOC un peu obligé. Bon, alors, nous, comme pilote, on ne remonte pas en voiture, hein, on ressent un F-84. Et je remonte,
Et c'est un avion qui avait une fuite de fuel en altitude. Me voilà au-dessus de Lyon avec un peu short on fuel. Je me pose à Dijon. À Dijon, on refait le plein, mais on ne trouve pas de fuite. Et puis, il est 5 heures du soir. Je téléphone à Florène. J'ai le souffle au téléphone. Je dis, écoute, j'ai dû me poser à Dijon pour un problème de fuel. Je suppose que je reviens demain, puisqu'on ferme à 5 heures. Non, non, on reste ouvert, reviens. Donc, je remonte dans le 84, je rentre à Florène, j'ouvre le canopy au parking de la première, le souffle est là. Il me dit, tu sais pourquoi on te fait revenir? Je dis, non. Ah, la SAPCA veut t'engager pour 24. Et tout ça, c'était fait, ça. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, quoi. Hein. Donc, le lendemain, j'ai une voiture à prêter, je ne sais plus, je vais à Gosselies, j'arrive dans le bureau de Bernard Neves, qui était le pilote SAPCA Ferret, qui était déjà lâché en 104, lui. Et puis, à nous deux, on va à Bruxelles chez M. Willekens, directeur général de la SAPCA. On dîne ensemble. On se met d'accord sur le prix. Je gagnais 2 fois plus que comme sous-offre. J'ai dit, moi, j'en avais qu'à dire oui, quoi. Hein. Le ministre a dit, OK, on casse le contrat SOC. Et voilà. Je retourne à Solenzara pour terminer. Et puis, on me rappelle, parce que je suis retourné à Solenzara, je crois, on me rappelle pour aller me faire lâcher en 104 à juste après Aix-la-Chapelle, là. Norveniche, oui. Et là, c'était international, hein, il y avait Crickley avec moi et un autre, c'était un capitaine, j'ai oublié son nom. Donc on était dans les tout premiers forces aériennes, quoi. Hein. Et pendant que j'étais là, j'ai reçu un télégramme, vous êtes civil, quoi. Donc je me suis habillé en civil pour achever. Et puis je suis arrivé à la SAPCA, civil, lâché 104, lâché F-84, T-33, tout ça. Parce qu'il y avait des T-33 et des 84 à SAPCA qui sortaient de révision. Hein. Et puis voilà, j'ai volé dès le tout début du 104. Il y avait quelques 104 qui avaient déjà volé, mais ils ont dû revoler pour des questions de rattrapage. Et voilà, 3 ans après. Oui, alors, comme j'arrive à Gosselies, Bernard et Jacob de Beuken, qui étaient chez Ferret, volaient en type Siniper pour M. Delamante, qui, un ancien commercial de chez Ferret, s'était occupé de commercialiser le type Siniper, qui était une réalisation de M. Tips, directeur de Ferret. Et quand le 104 est venu, il y a eu une association momentanée entre SAPCA et Ferret. Pour le 104, c'est un gros truc. Ferret a dit, moi je me débarrasse du type C, je ne sais plus m'en occuper. Et Delamante a dit, ben, je prends. Il a acheté... et il s'est fait un atelier du côté d'Asselt. Et voilà. Donc, du jour au lendemain, je suis lâché en type 6, c'était un monoplace. Donc, et on décollait de là où il avait son atelier, d'une rue, une rue du village. On avait l'autorisation. On venait atterrir à Gosselies. Et puis j'ai volé en type 6 comme ça. J'en ai livré un à Southend, un à Barcelone, un en Suisse. Et puis j'en ai eu un pour que je puisse aller en vacances en Corse. Donc je me suis arrêté à Cannes et retour. Donc j'ai fait du type C, quoi. Je crois que j'ai 70 heures de type C, un truc assez à l'époque. Qui avait un moteur Volks, sans démarreur. Il fallait démarrer l'hélice à la main. Alors tu avais l'aile ici, le moteur là-bas, et tu avais la main sur la throttle. Et il n'y avait pas de frein de parking, je crois. Donc, surtout qu'il prenait, poum, 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 tu faisais le tour. Comment fait-on un avion? Il y a d'abord à établir un cahier de charge pour dire quel avion va-t-on faire. Quelqu'un qui veut faire un avion. Est-ce que c'est à 4 places, à 2 places, un jet, n'importe quoi. Et donc il faut un cahier de charge. Il faut un bureau d'études qui invente le proto en fonction du cahier de charge. Et puis, il faut
une usine pour produire en série. Et c'est valable pour tout le monde. Par exemple, Dassault, il a son bureau d'études, il fait ses études de marché, ils font tout. Hein. Mais c'est pas pareil partout, quoi. Et notamment en Italie, un de ses ingénieurs avait inventé un petit avion amphibie, 4 places, monomoteur à l'arrière, 300 chevaux, qui s'appelait le Riviera. C'était le FN 333. Et Marchetti avait accepté de faire la série de cet avion avant que nous n'arrivions là-bas, quoi. Et l'ingénieur en question disait ben Marchetti n'arrive pas à vendre, c'est pas facile, etc. Alors Wilhelmsens leur dit ben écoutez, moi j'ai un pilote démonstrateur top, je vais vous l'envoyer. C'était Bernard Neves. Donc Bernard va en Italie et on lui dit, Marchetti lui dit voilà, si vous voulez vendre notre amphibie, on vous donne un avion gratuit, vous mettez l'essence à vos frais, etc. Alors Bernard rentre, je ne sais pas s'il est rentré avec l'avion, ou en tout cas dans sa valise, et comme on volait de l'amande pour vendre le Tipsy, de l'amande était un vendeur. Hein. Bernard va trouver de l'amande et dit on va vendre un hydravion, et ils se mettent ensemble verbalement, pas de contrat, etc. Et voilà de l'amende et on se lance, moi comme troisième, moi, pour piloter de temps en temps, etc. Mais eux deux, ils mettaient de l'argent là-dedans, etc. Et nous voilà, je me souviens, on est allé dans le nord, en Scandinavie, parce qu'il y a des lacs partout, notamment en Finlande, en Suède et en Norvège. Et on a même fait plusieurs escales. Là, c'était nos vacances de juillet, je ne sais plus quelle année. Et on se retrouve à Kiruna un jour, et des trucs comme ça, quoi, hein, pour vendre et je crois qu'on en a vendu un. On en a vendu un. Et en même temps, lors d'une escale à Stockholm, on dîne avec quelqu'un qui était intéressé, un businessman suédois, et qui, lui, était dans l'immobilier en Espagne. Et il devait souvent aller en Espagne, Stockholm, Espagne. Et il volait avec un petit 4 places qui volait assez vite, et avec un pilote qualifié, lui, un petit peu aussi, pour faire le chemin. Mais il aurait bien voulu un jet pour faire ça. Et il n'y avait pas de jet privé à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Hein. Alors Bernard et de l'amande et moi, on se regarde, ben, il y a les CF-100 qui avaient quitté Beauvechain, remplacés par des 104. Les CF-100 étaient à Coxyde, en cours de démolition. Hein. Et alors, comme ils étaient venus à Sapcal, les CF-100 pour révision, on avait des numéros, etc., ceux qui étaient dans le meilleur état et tout. De l'amande se précipite au NATO à Fontainebleau à l'époque pour démilitariser et pouvoir acheter un CF-100 civil, donc il fallait peut-être enlever les canons ou des trucs comme ça. Et puis il s'amène à Coxyde et il dit, bon, on en prend 2, on ne sait jamais, 2, ces 2 numéros-là, quoi. Et là, il y avait, c'était des avions canadiens, ça, il y avait un Canadien, je ne sais pas s'il était militaire ou pas, qui était en charge de la démolition et on vendait ça à des ferrailleurs, quoi. Et le gars râlait parce qu'on allait acheter deux avions et il s'est précipité pour foutre des coups de hache dedans, quoi. Et on a raté le coup. Sinon, alors la question était, un des deux en tout cas, en faire c'était des biplaces, mais en faire 2 contrôles. Et on avait vu qu'on pouvait faire l'Espagne de Stockholm avec des bidons, etc. Et le deal était fait, quoi. Et puis ce Canadien qui vient mettre des coups de hache dedans, c'était moche, quoi. Et moi, j'avais jamais volé en CF-100, mais on se lâchait comme ça. Hein. Aussi, du temps de Bernard,
à Sapka, les Hunters de la force aérienne étaient aussi remplacés par des 104 et ils étaient aussi stockés à Coxide. Mais il y avait un deal entre Hawker et la force aérienne. La force aérienne ne pouvait pas les revendre n'importe où, il fallait les revendre à Hawker. Donc Hawker les reprenait pour les réviser et les vendre en Jordanie, je ne sais pas tout quoi. Et alors, par l'intermédiaire de Ferret, ils ont dit, est-ce que vous n'avez pas des pilotes pour faire ça? Ferret, Bernard, vous seriez, bien sûr. Donc Bernard, Jacob de Beuken et moi, nous voilà chargés, à titre privé, de voler les Hunters de Coxide à Oxford, chez Hawker. Et moi, j'avais jamais volé un Hunter. Eux, oui. Donc, j'ai reçu le petit manuel, et puis mon premier vol en Hunter, c'était et tout ça avec l'autorisation des Anglais, donc hein, on avait une espèce de licence, tout ça. Alors, on avait le Riviera que nous avions, nous servait de taxi, donc on partait de Gosselies en Riviera, on déposait 2 gars, et on tournait, hein, 2 gars à Coxide, Gatwick pour la douane, Oxford, reprendre et revenir à 3, quoi. Hein. Et on tournait donc 2 de nous, c'était par paire, en Hunter, et le 3e dans le Riviera, voilà. Et puis des fois, il y avait 4 Hunters. Alors, Merlin me dit, t'as pas des copains? Ben si, hein, le Mousse, Robbie, Van Damme, qui n'avaient jamais fait de Hunter, ils en ont fait. Bon, on s'amusait bien. Hein. Et à cette époque-là, il y avait aussi une société à Ostende qui opérait des Spitz pour tirer des clashs pour Lombardside. Et tout ça était fini, donc la société vendait ces Spitz avec des moteurs et des pièces, etc. Et un jour, bon, c'était vendu pas cher du tout, hein. Ben, on ne savait pas, mais on aurait dû acheter hein, ça. Je ne sais pas avec quel argent, mais... Et comme je volais Marchetti aussi, hein, eh bien, on volait Marchetti. Alors, entre-temps, Marchetti avait créé un petit 4 places qui s'appelait le Marchetti 205 et avait accepté le Marchetti 250, qui est devenu 260, on lui proposait de l'industrialiser. Et lui avait été créé par un bureau d'études qui s'appelait Frati. Hein, c'est peut-être ça que tu cherchais tantôt. Frati était un ingénieur de bureau, il avait un bureau d'études et il avait un atelier pour faire 1 ou 2 protos. Et ça avait été financé par un gars qui était dans l'immobilier à Milan. Et ils avaient demandé à Marchetti d'acheter pour... et Marchetti nous avait demandé, puisqu'on volait déjà le Riviera pour eux, et bientôt, je crois, après le 205, nous avait demandé d'évaluer le 260 à Bernard, Jacob et moi, à Sesto Calende, qui était pas loin de Milan. Donc, nous, on a trouvé l'avion formidable, mais il y avait des broutilles, tu sais, c'était des trottles comme ça, il fallait mettre une comme ça, il y avait ceci, cela, cela. Et on avait fait une petite liste d'améliorations, si on pouvait dire, et on avait dit à Marchetti, bon, donc Marchetti le prend, et je vois encore l'immobilier, là, le gars, on était à une réunion, et moi j'avais rien à dire dans tout ça, mais, et je dis, on a fait une liste, nous, de petites choses qu'il faudrait faire pour Marchetti. Oh, il n'y a pas besoin de ça, on vendrait bien des manches des brosses, disait le gars, quelque chose comme ça, quoi. Hein. C'est rien. Et puis, après, alors on a reçu un 205 et un 260, en plus du Riviera, de Marchetti, nous, donc de l'amant Bernard, pour le vendre. Hein, et pendant les vacances, quand on avait le temps, on allait au Bourget, enfin, et un peu partout pour essayer de vendre. Quoi. Et puis, un jour, nous étions à un meeting
à Gênes. Et on est avec donc Bernard et Delamarre et moi. Et là-bas, il y avait des démos à faire. Et Bernard était un pilote démo, hein, ça c'est sûr. Et on avait un 205 aussi qui était là. Et moi, j'étais en vol en 205 quand Bernard faisait une démonstration en 260. C'était la veille du meeting. Et la tour lui dit, il venait pour atterrir, il dit attention, il y a quelqu'un, donc go around. Et Bernard go around, il passe en face de la piste était parallèle à la côte, passe en face de l'aérogare, basse vitesse, en faisant des trucs comme ça. Il se retrouve au-dessus d'un grand hangar, avec, je pense, du vent de face, et derrière le hangar, il tombe en vrille sur le chemin de fer, quoi. Et il se tue. Moi, j'arrive au sol avec le 205, Delamarre est près de moi. Chef, on s'appelait chef Delamarre. Il m'appelait chef, je l'appelais chef. Chef, Bernard s'est tué. Donc on est allé voir, on a vu le crash et tout. Et puis voilà. Et à ce moment-là, on avait vendu un Riviera à Oslo, et le gars nous avait payé, entre autres, avec un Piper Aztec qui était à ce moment-là, immatriculé danois, je crois, et il était à Düsseldorf. Et j'avais été le voir avec Delamarre un jour, et puis bon, il était là. Et comme le Riviera est vendu, l'Aztec est à nous, enfin à Delamarre et Bernard. Donc, il y a un gars qui nous l'amène à Gosselies, il le parque en face de la tour, et moi je le prends pour le mettre à Sapcan, on pouvait le mettre dans le hangar Sapcan. Donc, jamais vu, mais je suis... Bon. Donc, me voilà, moins de 5700 kilos, je suis lâché d'office, quoi. Hein. Et une fois dans le hangar à Sapcan, il y avait un ancien pilote là, de Sapcan qui avait été trouvé au Leukens et qui a dit ce serait bien qu'on ait cet avion-là, parce que lui, il ne volait plus en jet, il volait dans les Piper Cup qu'on révisait. Ce serait bien que la Sapcan ait un avion de liaison. C'était à 5 places, l'Aztec. Et Willekens, qui aimait bien être volé, a dit oui, on le prend. Donc Willekens achète l'Aztec à Delamarre, et il est là. Et Bernard dit moi, je ne vole pas là-dessus. Moi, j'étais... c'est moi d'alors. Hein. Donc, et avant que je ne puisse... cet avion, il a fallu l'immatriculer Oscar. Il fallait pour ça faire un vol avec l'administration. Et à ce moment-là, moi j'étais à Gênes, où Bernard s'est tué. Et c'était l'hiver. Et on était là, nous deux, de la Mante, on n'avait plus d'avion pour remonter. La Sapca décide d'envoyer l'Aztec pour nous prendre, avec le pilote qui s'appelait Giovanni Dieu, qui avait fait le vol avec l'administration, et puis il prend avec lui le directeur de Gosselies, qui s'appelait Joseph Bontemps, et ils viennent à eux deux, mais bon, c'était pas des tops. Ils se sont posés à Dijon pour faire du fioul, et finalement, ils ont fait le tour par Cannes, ils sont arrivés à Gênes, et de là, donc, moi j'ai repris l'avion, c'était mon premier vol, si on peut dire, et pour rentrer à Gosselies, et c'est un DC 6, je crois, 4 ou 6 de la force aérienne qui avait repris Bernard, et il y avait tout un truc pour chez Ferré, là, toute une scène, bon, et moi je remontais donc avec l'Aztec, il faisait pas très beau, mais bon, passer les Alpes et tout ça. Donc me voilà avec pilote d'Aztec et tout seul à Sapcan. Et Bernard n'étant plus dans le groupe de la Mande, etc., moi je décide de rester à Sapcan. D'abord, je suis tout seul. Aller travailler avec de la Mande, c'était quand même un peu aléatoire. Donc Jacob de Beuken, qui était seul chez Ferré, a fait beaucoup plus de vols pour de la Mande. Et moi, j'étais tout seul. Mais le 104 était fini, mais il y avait les révisions et tout ça. Et bon. Donc, alors, la première année, on va au Bourget avec l'hydravion.
avec le 205 et le 260. Et le 205, c'était un proto chez Marchetti. Et on avait déjà volé dessus là-bas, local. Hein, et il nous avait dit, on va au Bourget, mais s'il vous plaît, ne passez pas les Alpes, faites le tour par Cannes. Parce qu'ils avaient peur des Alpes, quoi. Hein. Et donc on y va. Et Léon Welter était avec moi, je me souviens. Et on prend le 205 à Sesto Calende et on rejoint Delamante et Bernard, je pense, qui étaient à Cannes avec le 260 et le Riviera. Et de là, on allait au Bourget. Et le matin, pour aller au Bourget, moi je vais faire la météo. Je dis à Bernard, il ne fait pas beau, il y a des stratus partout. On y va, on n'a pas le temps, etc. Donc, pression, donc on y va. Et j'avais à bord du 205, moi je volais le 205, un mécano qui connaissait bien l'avion et un mécano radio. Tout ça pour aller au Bourget, quoi. Bernard était dans le 260 et Jacob dans le Riviera. Et nous voilà partis. Et moi, j'avais vu la consommation de fuel de Sesto à Cannes. Je me dis, je sais faire le Bourget en direct, d'après la jauge, quoi. Hein. Mais normalement, en opération, c'est toujours nous qui faisions les pleins. Donc, on savait combien de litres on mettait. Mais là, comme il y a un mécano avec, c'est lui qui fait le plein. Donc, je ne sais pas combien il met de litres dedans. Mais enfin, il est full, on s'en va. On commence par avoir un bon vent de face, très secoué sur les Alpes du Sud. Et puis, on passe travers Lyon. Et le mécano me dit, parce qu'il parlait italien et pas moi, mais enfin, on s'explique, il dit, il faut faire le plein. Je dis, non, on a assez. Moi, je vois bien sur les jauges qu'on a assez. Mais un peu après, on passe au-dessus des Stratus, on est au-dessus du Morvan, et ma jauge, et ça descend beaucoup plus vite que je ne croyais, quoi. Et les autres informations sur moi. Et finalement, je dis, écoute, moi, j'aurais pas assez de fuel pour aller au Bourget. Alors, on cherche, on est au-dessus des Stratus, on descend, et je sors des Stratus, et je vois une route, il y a Reims et Sens. Il y a un aérodrome de chaque côté. Et je suis quelque part ici, quoi. Je dis, bon, je sais pas aller. Et je me pose sur une route. Hein, et la route était là, si tu veux, et il y avait un petit fossé, et c'était un peu plus haut là-bas. Et à un moment donné, c'était une aile basse, le 205. À un moment donné, il y a un buisson, et l'aile touche le buisson. Je tourne comme ça. Le nez tombe dans le fossé et la roue de nez casse. Les autres continuent, ils se posent à Melun parce qu'il n'y avait plus de fuel non plus. Et alors, bon, voilà. Hein, Delamante qui est quelque part, la nuit, il organise le rapatriement du 205 au Bourget avec l'armée française. Le matin, il est sur camion, on le met dans un hangar UTA au Bourget et les 15 jours de la foire aéronautique du Bourget commencent, et donc il faut réparer le 205. Et comme moi, bon, j'ai quand même l'œil du mécano, je vais sur avion, je dis il faut telle et telle pièce, et au téléphone, ils avaient dit il faut une aile, parce que le bord d'attaque était chiffonné. Hein. On n'en a pas. Je dis ce n'est rien, on remplace une partie du bord d'attaque, et ça ira. Et puis, je prends le Riviera, je descends à Sesto Calende avec ma liste de pièces, tout ça est rassemblé, on avait enlevé les sièges et tout, et problème de douane insurmontable en Italie. Hein. Donc, avec la complicité de l'usine, on dit, bon, demain matin, je décolle à 5 heures du mat, je vais à l'aérodrome Malpensa, oui, c'est ça. Donc, 5 heures du matin, je vais à Malpensa, je fais un plan de vol pour le Bourget, hein, et puis je décolle, mais au lieu d'aller au Bourget, je me fous au deck, je vais réatterrir à Sesto, on charge toutes les pièces, et je redécolle et je vais au Bourget. J'avais fait un plan de vol avec 1 heure de plus, quoi. Hein. Donc j'arrive au Bourget, mais là, la douane, avec le truc du Bourget, ça n'existait pas trop. Je vais me garer à UTA. On a toutes les pièces. Et
4-5 jours après, l'avion revolait, quoi. Et là, j'ai fait une démo et Robbie était à bord aussi, avec le Riviera, une démo, le Bourget, quoi. Hein. Et c'est l'année où Bernard a fait un record de vitesse entre Bruxelles et le Bourget avec un 104. Et ça, on avait fait en vol 104, on avait fait des chronos et des trucs ainsi. Et il avait décollé de Gosselies. Il voulait décoller en full mille, mais il a dû mettre un peu de PC pour aller sur ses chaussettes à Bruxelles, et puis passer au-dessus de Bruxelles, monter Mach 2 et passer au-dessus du Bourget, parce que c'était le passage qui était chronométré. Il a mis 9 minutes et quelque chose. Et puis, il a fait une démo au Bourget, lui, avec le 104, et c'est lui qui a initié le touch roll. Hein, parce que le 104, train sorti, avait le double débattement des ailerons et on pouvait tourner à basse altitude. Et donc, il touchait, flaps take-off, et il faisait un tonneau au ras du deck. Là, hein. Et Ongena, plus tard, a fait touch, roll, touch, et repartir. Quoi. Et bon, ça c'était... Et c'était dur au Bourget. On dormait peu, parce que on est dans le monde de l'aviation et des vendeurs d'aviation, hein, et des ingénieurs et tout ça. Donc, on mangeait ensemble quelque part à Paris, un peu à midi, tout ça. C'était assez hot quand même. Donc, je reviens un peu après ça. On est à Gênes où Bernard se tue. Donc, moi, je reste à Sapcan. Et puis la vie continue comme ça, quoi. Hein. Il y a une anecdote aussi avec les météores TT-20. Un jour de la mort, il y a un gars qui vient le trouver pour vendre 2 météores. Et le météore TT-20, c'était Target Towing. C'est un météore biplace. Et entre le moteur droit et le fuselage, il y avait un treuil, un winch, qui déroulait à câble pour tirer une clash pour la marine suédoise, je crois, c'était des avions suédois. Et ils étaient à Cologne, il fallait les ramener à Gosselies. Et moi j'avais déjà volé avec Phaeton, Jean Phaeton, quand j'avais fini mon écolage sur T-33 à Brustem. Phaeton, qui était un moniteur, a dit « Viens, on va voler en météore ensemble. » J'ai fait une fois un vol derrière, puis un vol devant, parce que j'étais mécano. Météore, moi, je savais démarrer tout ça. Et voilà. Et puis, ce jour-là, il faut aller chercher... Bon, ils étaient immatriculés suédois, on n'avait pas de licence suédoise. On s'amène avec... de Failly, Nonos de Failly, si ça te dit quelque chose, avec un 205 à Cologne, et Jacob et moi, on va au bureau là, de navigation, et on dit, on vient chercher les 2 météores. Ah, vous avez une licence? Ben oui, et on sort tous les deux notre Master Green NATO. Hein, voilà. Oh, allez, le gars, l'allemand, il fait encore ça, allez-y, quoi. Hein. Et on avait Fafa avec nous, qui a tenu l'aérodrome ici, comme mécano, pour faire le tour de l'avion comme il faut. Hein. Et puis, on a pris chacun un météore. C'était mon premier solo. On a fait un beat-up sur le mess c'était un dimanche, je crois, sur le mess de Florène, personne n'est sorti, et puis on a atterri à Gosselies. Et le commandant de l'aérodrome de Gosselies a trouvé ça drôle, et il a fait déverser des camions de terre devant les avions pour qu'ils ne puissent plus partir. Parce que c'était à l'époque du Biafra, et je crois qu'il était question d'envoyer ça au Biafra pour marchand d'armes. Et puis, l'administration belge, un jour, Jacob et moi, on a reçu un TEDx. De quel droit avez-vous volé un avion suédois? Aviez-vous une licence? On n'avait pas. Alors, ils nous ont dit, ne faites plus jamais ça. Hein. Et puis, s'il fallait aller plus loin, il était prévu qu'on vole avec
le pilote tchèque de l'administration, je ne sais pas si tu te souviens de son nom, tout ça a été inscrit quelque part, qui était très gentil avec nous, mais c'était la règle, donc on devait faire un vol avec lui à bord, quoi. Hein, il n'avait jamais volé en météore, mais enfin, ça ne s'est pas fait, tout ça. Et puis, entre-temps, je vole l'Aztec, moi, mais je n'ai pas l'IFR civil. Et un jour, il y avait une foire à Hanovre, je conduis à Hanovre, notamment le général Henry, ex-général Henry, qui, après avoir quitté la force aérienne, a été engagé par SAPCA. Et je le conduis avec Jean-Jacques Mans en Aztec, et puis il faut le ramener. Mais le soir, au départ de Hanovre, il y avait des stratus bas. Bon, moi j'avais fait une navigation, si tu vois du côté d'Osnabrück, il y a des collines, là. Hein, et j'avais fait une navigation qui contournait les collines, et pour revenir aussi. Et quand on décolle de Hanovre, il y a beaucoup de trafic, il y a des petits avions un peu partout comme nous qui partent. Et moi, je pars, mais il faisait plafond assez bas, sur mon track, et à un moment donné, je suis plus sûr si je suis pile dessus, et si je suis un peu à gauche, je fonce dans les collines. Je dis merde, je monte, quoi. Dans les nuages, je ne pouvais pas, je n'étais pas y faire. Et je tire dedans, et on est dans le nuage, et en dessous de nous, on voit des arbres, des pointes d'arbres qui font ça, quoi. Et le général Henry, hé là, qu'il a dit, bon, tout de suite après, on était on top, et on rentre. Du coup, il est allé trouver le code, et il faut que Martin ait son IFR le plus vite possible. Donc, j'ai passé mon IFR par Sabena, Grimbergen, et puis, donc, j'étais IFR civil, mais allemand 204, mais il faisait la révision cellule moteur. Et nous faisions à SAPCA la révision avionique, radar et tout ça. Donc il fallait chercher l'avion entre les deux. Et c'est moi ils n'ont pas de pilote chez BFW, donc à un moment donné, ils ont eu un pilote qui a fait un vol, je crois. Mais, et moi, je dis, bon, je viens en Aztec, je prends l'avion, et je rentre sur mes chaussettes, comme on peut dire, hein, et au-dessus de la Belgique, au-dessus de Florennes, je fais les essais que je peux, avec des types tanks, donc pas de supersonique, et puis j'atterris à Gosselies. Et alors, les Allemands disent, non, vous devez faire un vol local, parce que le vol d'essai post-révision doit se faire en local. Je dis, écoutez, et en plus, vous devez le faire clean. Je dis, écoutez, non, je ne vois pas l'intérêt de faire ça ici. Moi, je ne vais pas, je veux rentrer, faire les essais critiques au-dessus de Florennes, et je peux faire ça avec les types tanks, je ne dois pas aller à Mach 2 au premier vol. Et tout le monde discute et tout ça, et puis finalement, faites ce que vous voulez. Après tout, on assurait, je crois, les avions. Donc ça s'est fait comme ça. Et il y avait un pilote, à un moment donné, qui avait fait du 104 et qui était chez VFW, et qui s'est proposé, je dis, bien sûr, tu peux faire les ferries, mais lui, il devait retourner en train, enfin, je ne sais plus, il fallait du beau temps aussi pour faire ça, hein. Enfin, il en a fait un, mais ça ne marchait pas bien. Et moi, aller en train, il n'était pas question, j'avais du boulot à SAPCA, donc on utilise l'Aztec. Hein, et je sais que la force aérienne belge qui payait des choses là-dedans avait dit, oui, mais l'Aztec, ça coûte cher, etc. Je dis, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je n'ai pas le temps d'aller en train. Et j'arrive là-bas, l'avion n'est pas prêt. J'arrive là-bas, il fait mauvais. C'est une semaine qui passe. Bon. Donc, ça a été accepté, l'Aztec a bien servi à ça, quoi. Et un jour, je prends un 104 là-bas, qui avait fait les runs au sol. Moi, je fais le run avant de partir, je rentre, je fais les essais moteurs et cellules ici dans les environs, j'atterris à Gosselies, et l'avion rentre dans le hangar pour la révision électronique, et ça dure peut-être 3 mois ou un truc comme ça. Et puis l'avion ressort, les mécanos font les runs moteurs,
et tout, l'avion pre-flight est prêt, et moi je le prends clean pour faire le Mach 2 et le reste, et l'électronique, quoi, hein. Et en faisant ce deuxième vol, après le Mach 2, je redescends à 30 000 pieds, 31 000 pieds, je fais les essais de flaps chronométrés, etc. Et à ce moment-là, j'ai une double panne électrique. Il y avait 2 alternateurs sur 104. Et j'ai mes 2 alternateurs qui sautent. J'essaye de reset, ça ne va pas. Et puis, je sors le RAT, on avait un Ramer turbine. Avec ça, je retrouve un peu... On n'avait pas de batterie sur 104. Hein. Je retrouve l'électricité, donc la radio. J'appelle Belga. Je dis, écoutez, j'ai une double panne électrique. Je rentre à Gosselies. Et je tourne ma aussi, et puis je fais l'inventaire, double panne électrique, il n'y avait plus grand-chose. Et je vois mon EGT à 0. Et l'EGT, c'est Exhaust Gas Temperature. C'est une indication directe, il n'y a pas besoin d'électricité. Donc, j'ai plus de moteur. Je donne un coup de manette, plus de moteur, quoi. J'ai un Flémant à Belga. Riel or simulated. Je dis Riel, quoi. Alors, ils me disent, ben, chef, on n'est pas loin. Effectivement, je terminais mon Mach 2 vers Valenciennes, là ou quoi, et sur le retour. Et il y avait un banc d'alto sur Chèvre, mais je voyais bien où il était, quoi. Et, bon, le secret, bien entraîné, je connaissais bien l'avion, donc je me mets dans le Flémant pattern, c'était plus simulated Flémant, c'était Flémant pattern, pour atterrir à Chièvre. Et une chose que je ne m'entraînais pas, c'était sortir le train en finale. Donc je venais devant la piste, et le dernier virage, le 104, plane à 245 nœuds. Et mon dernier virage, puisqu'on tourne, je le faisais à 260 nœuds. Puis j'ai la piste devant moi, je suis à 260 nœuds, il faut sortir le train pour freiner. Et donc dans mon entraînement, je ne sortais pas le train. Mais je sortais le train en manuel à tous les avions, en vente arrière à 220 nœuds, je sors le train, c'est 4 secondes et demie, ça freine. Hein, bon, donc je savais tout ça. Mais là, je sors mon train à 260 nœuds. Du coup, il sort plus vite et il freine plus. Et je me rends compte instantanément que je le sors à 2 dixièmes de seconde trop tôt, quoi. J'ai dit, merde, trop tôt. Donc, toute la sécurité que j'avais prise, elle a été bouffée et j'ai touché dans les 5 mètres, quoi. Et j'ai dû refuser un peu le sol avec flaps take-off, et la queue a touché le sol un tout petit peu. Il a fallu un coup de marteau et on l'a redressé, quoi. Alors me voilà sur la piste. Là-bas, j'avais appelé Chièvre, j'avais changé de fréquence, mais ils ne m'ont pas répondu. Je me retrouve là. C'était les Américains qui tenaient Chièvre avec le NATO qui était près de tourner, là. Du coup, des bagnoles et tout. Bon. Et il n'y avait pas de barrière à Chièvre, c'était pas très long comme piste, mais en idle, sans moteur, avec le drag shoot, il touchait 5 mètres dans la piste. Alors, on a récupéré l'avion une semaine après, il a fallu changer le moteur. Et on a trouvé sur le moteur que la pompe à fioul était cassée, quoi. Elle était cassée pourquoi? Parce que quand on enlève le moteur de l'avion, le filtre à fioul reste sur l'avion, il fait partie de l'avion. Et entre le filtre et le moteur, c'est à 4 boulons à joint, et le fioul rentre directement dans la pompe. Et chez VFW, quand le gars a remonté l'avion, il a trouvé 3 boulons au lieu de 4. J'ai dit, merde, il est allé au magasin chercher le 4e, mais en fait, le 4e boulon était dans le tuyau. Et il y a quand même eu 2 vols là-dessus, et des renottes, plusieurs. Donc le truc, et finalement, il a cassé la pompe, et le moteur s'est arrêté. C'est l'histoire de mon Flémant en 104. Donc, je marque ici d'autres aventures en 104, parce que un jour,
dans des avions révisés. Krotthausen et Joe Tills livrent un avion, donc ils l'ont accepté, et ils le livrent, je ne sais plus où, à Beauvechain probablement. Hein. Et en fin dans leur vol, ils font un high speed à basse altitude, entre Florène et Gosselies. Et high speed, c'est 600 nœuds et une rawette pour ne pas être supersonique. Et à ce moment-là, ils ont un truc, ils n'ont pas Bélade parce qu'ils se trouvaient trop bas. Ils ont des portes de train qui se sont ouvertes et ils vont atterrir à Florène, je crois. Et je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, moi je prends un avion, je fais le run Mach 2 et à Mach 2, j'ai les portes du train qui s'ouvrent. Et il y en a une qui s'arrache et qui reste collée, et l'autre qui part et qui emmène le leading edge flaps de l'aile droite. Et alors, je ne te dis pas, le géomètre est allé à fond des deux côtés plusieurs fois. Hein. Donc, tout en arrière, lampe hydraulique et tout ça. Et puis, un peu à l'inventaire. Et je sors le train et j'ai 3 vertes. Je dis avec 3 vertes, moi j'atterris, quoi. Mais plus de flaps. Donc, je fais un atterrissage, il me faut une grande piste. Je vais à Beauvechain et j'atterris sans flaps. Il y a une barrière au bout, donc tout va bien, j'en ai pas besoin. Et voilà. Et l'avion reste là. Tout le monde le regarde comme ça. Et comme l'avion est un avion allemand, qu'il est opéré par SAPCA, il est assuré par SAPCA. Il y a une commission d'enquête qui se met en route dans laquelle il y a les Allemands, la SAPCA et un assureur. Et tout ça se met en route, ça dure 8-15 jours, et il se présente au corps de garde à Beauvechain. Et là, le gars dit, vous êtes des civils, vous n'avez rien à foutre ici, vous ne rentrez pas, quoi. Et on me téléphone, ça, je ne sais plus pourquoi ça arrive à mon téléphone, mais entre-temps, j'ai volé, et je ne sais plus si c'est ce jour-là, je pense bien, j'ai eu la même chose à Mach 1-8. Et à Mach 1-8, j'ai gardé le flaps. Donc j'ai pu atterrir à Gosselies avec des... Et je leur dis, ce n'est rien, il y a le même cas à Gosselies, vous pouvez revenir, quoi. Et ils reviennent, et bon, l'avion est sur le jack et tout ça. Et je me souviens un jour, je suis en dessous de l'avion, il y a un Allemand qui est à côté de moi. Il me dit, vous savez, en Allemagne, le T-handle pour sortir le train en secours, il est fil freiné. Comme pour dire, j'ai tiré un truc à Mach 2, quoi. Hein. Bon, pour te dire où on en était. Parce que quand on a un truc comme ça, les avions doivent être mis au sol partout, hein. Normalement, hein, mais on continue à voler. Et puis, on a trouvé que c'était des crochets mal faits, hein, parce que souvent, il y a des sous-traitants, hein, dans la fabrication des avions, et tout à coup, on change de sous-traitant, et ça s'est passé comme ça. En 104, un jour, premier vol, je décolle, et au moment de la rotation, j'ai l'impression que mon train rentre d'à côté. Enfin, en 104, on rentre le train très vite. Hein, et me voilà. L'avion, pas impilotable, mais des trucs comme ça. Un réflexe, tout de suite, je coupe les 3 dampers. Et hop, je récupère l'avion. Bon, je ne sais pas, je fais une partie du vol comme ça, le temps de brûler un peu de fuel, puis j'atterris et je snack. Bon, il y a un problème de damper, quoi. Et dans les 5-finger checks avant de partir, il y avait un check de damper où le gars fait bouger l'avion, il voit si le truc bouge, et un autre, tu coupes le switch et tu le remets, et la surface doit bouger un petit peu. Mais, bon, quand le gars bouge ça, il voit que ça bouge, c'est bon, quoi. Alors, en réalité, mes dampers travaillaient à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever, ils ajoutaient. Donc, si l'avion va un peu par là, au lieu de faire ça pour le redresser, ben, il faisait ça, et ça allait plus long. Pourquoi? Parce que le check de sortir se fait avec un groupe électrique, et on check tout. Et puis l'avion, c'est sur l'électricité de l'avion, mais c'est du
c'est de l'alternatif. Et il y avait une phase qui était changée dans l'avion. Donc avec le groupe, tout était bon, mais avec les phases de l'avion, une phase changée, le damper travaillait à l'envers. Et une fois aussi, je décolle et j'ai quelque chose, pas si grave, qui ne va pas bien. Je coupe un damper, je coupe l'autre, et je me rends compte que le yaw damper fonctionne sur les ailerons et les ailerons sur le yaw. Donc un truc. Un jour, il faisait froid, une atmosphère froide. J'ai été voir un peu plus haut, quoi. Et en quelques fois, j'ai été jusqu'à 71 1500 pieds. Pas été plus haut. Je parle souvent avec Guy Famen, qui lui est allé à 78, je crois. C'était de la bagnole, le 104, hein, quand même. Et s'il faisait froid, moi j'allais chercher la slow light qui s'allumait à 120 degrés d'impact. Et des fois j'allais à Mach 2, 1, 1,5, quoi, plus loin pour aller chercher la slow light. Mais il continuait le 104. Hein. Il était limité à Mach 2. Et puis, longtemps après, le 104 est abandonné par la force aérienne. Et tout à coup, il y a le Brésil qui cherche des avions d'occasion. Et il serait question, par l'intermédiaire d'un civil, de vendre des 104 au Brésil. Donc, ça mène ici deux personnalités de l'armée brésilienne, le chef d'état-major en général, et quelqu'un d'autre qui est un moniteur, je crois. Mais le général a volé en Mirage et l'autre en F5 ou en T34, c'est ça? Non, T38. Et donc il est décidé qu'on va rechercher 204 à Coxyde, 2 biplaces, on les ramène à Gosselies, on les remet en vol pour faire voler ces gens-là. Et il y a 4 ans que je n'ai plus volé en 104, la force aérienne aussi. Il reste un gars qui a moins de 3 mois sans atterrir en 104 en Hollande. Du coup, le gars est d'accord, on va on envoie une équipe de SAPCA pour remettre l'avion en vol à Coxyde. Et puis ce jour-là, je vais en Aztec avec chercher le gars à Eindhoven et on revient à 2, quoi. Hein. Mais bon, tout s'est bien passé. Et puis, 3 ou 4 mois après, c'est le deuxième qu'il faut aller chercher. Mais je suis de nouveau déqualifié, parce qu'il faut 3 mois. Et le Hollandais est déqualifié aussi. Du coup, j'ai demandé, je suis tombé sur Wirtz, tu te souviens de son nom? Ah oui, je dis, écoute, je dois aller chercher mon deuxième 104, est-ce que je peux y aller? Vas-y, donc je vais le chercher. Et là-bas, le commandant de base de Gosselies avait dit, écoutez, moi, il y a longtemps que je demande qu'on resurface ma piste n'est pas opérationnelle. Et moi, j'avais un mécano qui avait fait le tour dessus, il m'a dit, si tu restes bien au milieu, il n'y a pas de cailloux. Hein? Donc, il restait la petite piste de Gosselies. Dans les bouquins, je sais décoller de la petite piste. Donc, j'ai décollé de la petite piste. C'était un peu vache quand même, hein, parce que en cas d'abord et tout ça. Et puis, les avions sont remis en état à SAPCA. J'étais en état, mais enfin, ils sont revus un peu tout. Et j'ai fait voler les 2 pilotes brésiliens. Mais vendre un 104, c'est pas facile. Et surtout à des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, parce que le problème, c'est bien de mettre un chef d'état-major, mais depuis quand est-ce qu'il n'a plus volé? Hein, tu sais ce que c'est. Donc, ils auraient dû amener à de leur sous-offre, quoi, enfin, pour dire, des gens qui volent, quoi, hein, Mais donc, on n'a pas su vendre les 104. Mais c'était pas mal comme truc, ça aussi. Un jour, on avait décidé de mettre les 2 barrières. Alors, les barrières d'arrêt, c'était un câble sur la piste avec des rondelles en caoutchouc, de sorte que le câble était à 8 cm, je crois, au-dessus du métro. Et pour, je ne sais plus, notamment pour certains cas extrêmes d'atterrissage, on avait décidé de mettre la barrière amont et aval. Et un jour, je me pose en Mirage,
et mes roues touchent le sol juste avant le câble. Bon, je passe dessus Néo, le câble s'écrase et rebondit et s'accroche au hook du Mirage. Moi, du coup, j'ai un couple. Hein, le nez de l'avion est tapé par terre, même que la roue de nez s'est un peu pliée, et je m'arrête en 200 mètres, quoi. Hein. Et puis, bon, c'est comme ça. Et alors, on a fait une modification. On a mis 2 tôles autour du hook, en dessous du Mirage, pour que si le câble vient dessus, il glisse, quoi. Tu dois te souvenir de ça, tu as dû voir ça. Et une autre fois, en Mirage, je me pose à Gosselies, et avec le drag chute qui était au-dessus de la tuyère, on pouvait tirer le drag chute Néo. Donc, je me pose, drag chute, et paf, mon canopy s'en va. Il passe au-dessus de la queue, il tombe. Bon, hein, je largue mon drag chute, je rentre au parking. Ah, le pilote s'est trompé, il a ouvert le canopy au lieu de tirer le drag chute. Je ne me laisse pas faire, moi. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les essais au sol, après la révision, on essaye le drag chute dans le hangar, tout va bien, mais on essaye le drag chute canopy ouvert. Mais s'ils avaient essayé le drag chute canopy fermé, ils auraient vu qu'un gars a mis une goupille à l'envers quelque part, parce qu'il y a une mécanique qui fait tout le tour pour les crochets, et qu'en tirant le drag chute, on entraîne en même temps l'ouverture du canopy à cause de cette goupille. C'est moi qui l'ai eu au premier vol. Ça se faisait au-dessus. Et un jour, sur l'F-16, tu as volé aussi, toi. Hein, il y avait un fuel shut-off et il y avait un switch buck, backup fuel control. Et les 2 switches étaient les mêmes, avec une sécurité. Bon, sur F-104, le fuel shut-off, il y avait 2 sécurités. Tu devais ouvrir un truc, un deuxième, pour pouvoir fermer la fuel shut-off. Parce que sur un monomoteur, quand tu fermes la fuel shut-off, le moteur s'arrête. Hein? Bon. Donc, et un jour, sur le biplace, la USAF décide de changer le switch à l'arrière. On met les 2 mêmes switches, changent de place. Et un jour, j'accompagne Edwin à Amsterdam, un premier vol, et au taxi, on fait les essais de buck, et tout va bien, puis on décolle, essai moteur, et puis lui passe en buck, en vol, et quand tu passais de fuel control normal à backup fuel control, tu avais un petit mouvement dans l'RPM, et ça se faisait. Et puis il me dit, tu le fais derrière? Je le fais derrière, et ma main tombe sur le switch, crac, et l'RPM bouge un petit peu. Oui, mais un peu plus qu'un petit peu. Il descend, il descend. Je dis, merde, j'avais coupé le fuel, quoi. Hein. Donc, je le remets. Paf, le moteur reprend. Mais il chauffe, hein, pour reprendre. Donc, Boschoff est obligé de cut-off et de réallumer tout ça dans le circuit à Amsterdam. Et on atterrit. Et on arrive, on sort de piste avec le truc qui tournait, là, l'hydrazine, là, hein. Donc on s'arrête, les pompiers, tout ces machins-là. Et moi, je suis derrière, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, Edwin, je sais ce qui s'est passé, j'ai fait le fuel shut-off au lieu de l'autre. C'est-à-dire que cet avion n'était pas... comment est-ce qu'on appelle le gars qui fait toutes les couilles, là? Murphy. L'avion n'était pas Murphy-proof. Hein? Et j'étais Murphy ce jour-là, quoi. Donc...